Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Connaissez-vous Mathieu le Beau Sancy ? Je n'ai pas cet Et honneur. savez-vous quel rôle il a joué dans la vie de Marie de Médicis ? Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, il ne s'agit pas là d'un bel et fougueux favori de la reine, de 20 ans son cadet, mais d'un incroyable diamant, de près de 35 carats, taillé en poire, qui révèle un très grand nombre de facettes sur chacun de ses deux côtés et témoigne d'une avancée dans les techniques de taille de l'époque. Un diamant qui a tous les arguments pour susciter le désir d'une reine de France. Il faut dire que Marie de Médicis a un amour fou des belles choses. La jeune princesse est née le 26 avril 1575 à Florence. Marie a grandi dans les plus beaux palais de la Renaissance. C'est là, dans les galeries du palais Pitti et les allées du jardin de Boboli, que son œil s'est formé à distinguer le luxe le plus raffiné. Il faut dire que les Médicis sont de grands collectionneurs. Ils accumulent d'exceptionnels objets d'art, des vases en argent et en or, des sculptures, des bijoux et des pierres précieuses. Marie reçoit en outre une éducation des plus soignées, y compris dans le domaine artistique. Elle apprend la musique, elle joue du luth, s'essaye à la gravure, s'intéresse à la peinture. Devenue jeune femme, Marie épouse Henri IV. Bon, c'est pas vraiment un mariage d'amour. Le roi de France cherche une nouvelle femme après sa séparation d'avec Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. En réalité, c'est surtout la dot de la princesse italienne qui le séduit. Elle était belle vue de dot. Marie Encore une belle histoire est d'amour. extrêmement riche. Oui, il l'appelait la grosse banquière. Ce qui tombe plutôt à point nommé, car la couronne de France, malgré les efforts du surintendant des finances, Sully, est à sec. Le projet est aussi encouragé par le pape, parce que Marie est une descendante de la maison de Habsbourg qui règne sur l'Espagne. Pour Rome, la France, tout juste sortie des guerres de religion, a bien besoin de se rapprocher de sa voisine très catholique. Le mariage est donc célébré le 5 octobre 1600. Marie de Médicis porte une merveilleuse robe blanche enrichie de fils d'or et de pierres. Henri, lui, n'a pas cru bon de faire le déplacement. Il est représenté par quelqu'un d'autre. Les deux époux ne se rencontreront que 2 mois plus tard. Ça, c'est incroyable. À Lyon. Non, à l'époque, on avait un ambassadeur qui mettait une cuisse dans le lit et le mariage était ainsi considéré comme consommé. Il mettait une cuisse Et oui, dans le lit. mais parce que, Mathieu, on ne voyageait pas aussi facilement. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. Donc, on ne faisait pas le déplacement. Ensuite, la fiancée est arrivée à Mais Lyon. c'était courant. Oui, c'était courant. C'était des mariages par procuration. D'accord. Dès ce jour des noces et tout au long de leur union, Marie de Médicis se sent délaissée, méprisée par un mari qui n'hésite pas à s'afficher avec ses maîtresses et comble de l'humiliation à faire élever les enfants issus de ses relations extra-conjugales aux côtés de ses descendants légitimes. Est-ce en guise de réparation que la reine de France insiste auprès de son royal mari pour qu'il lui offre l'un des 2 splendides diamants de Sancy qui doivent leur nom à leur propriétaire, Nicolas de Harlay de Sancy, diplomate au service de la couronne ? L'arrivée en France de Marie de Médicis est en fait une succession de désillusions. Henri IV ne prend pas soin de lui, le Louvre est un palais lugubre et froid, et les gens y sont facilement grossiers, verbalement et dans leur manière. Pour ne rien arranger, la reine souffre d'une image assez calamiteuse à la cour. En France, il est mal vu de faire commerce de l'argent. Or, les Médicis ont construit leur fortune de cette manière. Et comme je vous l'ai dit, on surnomme Marie la grosse banquière. Partout, elle traîne avec elle ce complexe. Et aux yeux des nobles français, cette image de femme un peu lourde et cupide. La reine aime le luxe, à n'en pas douter, mais l'abondance de bijoux dont elle fait étalage est aussi pour elle un moyen de protection. Marie est menacée par la favorite du roi, Henriette d'Entragues. Alors, pour affirmer et renforcer son statut, elle accumule les pierres, les bijoux et les diamants. Ses achats sont presque compulsifs. Elle possède plus de 10 000 joyaux qu'elle porte régulièrement. Lors des cérémonies de cour notamment, ses cheveux, ses oreilles, son cou, ses poignets, même ses vêtements sont parés de ses plus beaux trésors. Pour le baptême de son fils, Louis XIII, en 1606, Marie de Médicis se glisse dans une robe brodée de 32 000 perles, sous le poids desquelles elle manque de s'effondrer. Comme une arme politique, les bijoux lui servent à asseoir son rang et son autorité. Je vous recommande de voir les portraits par Pourbus de la reine Marie de Médicis, c'est impressionnant. Elle croule sous les Elle bijoux. croule sous les bijoux, c'est comme un bouclier. Malgré ses fréquentes requêtes, Marie de Médicis n'obtient pas le grand Sancy, le plus gros des diamants de M. Harlay, vendu au roi d'Angleterre en 1604. Mais Henri IV finit par lui offrir son petit frère, Ah, le beau Sancy.
Le diamant aurait été acquis par son propriétaire à Constantinople vers la fin du siècle précédent. C'est l'un des plus gros diamants de l'époque, probablement originaire d'Inde, seul pays alors à exploiter des mines de diamants. Ce qui est sûr, c'est que Marie de Médicis l'arbore fièrement le 13 mai 1610 pour son couronnement en la cathédrale de Saint-Denis. Elle est couverte de bijoux comme en son habitude, mais le clou du spectacle se trouve au centre de sa couronne. Ce jour-là, Henri confie la trouver très belle. Pour Marie, cette journée est l'une des plus importantes de sa vie sur le plan personnel, comme dans sa carrière de souveraine. Bien sûr, elle est reine depuis 10 ans déjà, mais pour la première fois, elle est officiellement associée au pouvoir. Le roi prévoit de partir en guerre et le sacre fait office d'intronisation. C'est Marie qui va gouverner et assurer la régence en son absence. Le beau Sancy y est associé. Hélas, ce moment de félicité ne va pas durer bien longtemps. Un événement va bouleverser la vie de Marie de Médicis et le destin de son diamant. Je suis sûr, Mathieu, que vous connaissez cette date historique du 14 mai 1610. À peine 24 heures après le sacre, Henri IV est assassiné. Quick. Ravaillac, ça vous dit quelque chose? Bah, Louis XIII n'a que 8 ans. Et si sa mère exerce bien la régence en son nom, leurs relations ne vont pas tarder à se raidir. M'étonne. Et vous racontez pas l'écartèlement de Ravaillac? Non, on l'a déjà fait ici. Oui, mais c'était toujours agréable. C'est toujours un moment de plaisir, je sais, pour nos auditeurs aussi. La reine s'est entourée d'un couple de favoris italiens, Concino Concini et Leonora Dori, qui prend de plus en plus d'importance. Louis XIII, devenu adolescent, ne tolère plus qu'on gouverne en son nom en le laissant à l'arrière-plan. En 1617, il fait exécuter Concini et enferme sa mère au château de Blois pour la tenir à distance de Paris. Mais Marie de Médicis ne supporte pas d'être éloignée de la vie politique. Dans la nuit du 21 février 1619, la reine-mère organise une évasion spectaculaire par les fenêtres du château. Alors tout le monde a toujours douté, parce que quand on voit les fenêtres du château de Blois et la corpulence de la reine, on se demande comment... Pas passer. C'est pas très plausible. Enfin, elle s'est évadée quand même pas de du château. grossophobie, Stéphane. Non, au contraire. Moi, je trouve qu'elle est appétissante. Sa progression est gênée par tous les bijoux qu'elle a cousus dans les plis de sa robe. Dans sa fuite, une des cassettes contenant ses trésors est abandonnée dans la nature. On reviendra chercher le coffre le lendemain, pour pas laisser perdre des bijoux. Malgré un retour en grâce de Marie de Médicis, les relations entre mère et fils sont tendues. Si tendues que quelques années plus tard, en 1630, elle est contrainte à l'exil. Elle quitte cette fois la France, gagne la Belgique, puis les Pays-Bas espagnols. Naviguant dans les cours étrangères, Marie continue d'intriguer, de faire rédiger des pamphlets contre Richelieu, qu'elle soupçonne de manipuler le roi son fils. Elle tente d'armer un autre de ses fils, Gaston, et ses gendres, pour renverser Louis XIII. Pour financer ses manigances, et parce qu'elle est criblée de dettes, l'ancienne reine de France met en gage ses bijoux et ses pierres. Parmi elles, sans doute le beau Sancy. Quand elle quitte les Pays-Bas, il n'est plus en sa possession. Et c'est sans son cher trésor que Marie de Médicis meurt de la gangrène quelques mois plus tard, en juillet 1642, dans un petit hôtel de Cologne. Elle, qui avait connu et tant aimé le luxe, disparaît dans un terrible dénuement. Le beau Sancy, lui, est éternel. Vendu à la mort de la reine au prince d'Orange-Nassau, il passe ensuite entre les mains de la famille royale d'Angleterre, puis de Prusse. En 1702, Frédéric Ier, roi de Prusse, en fait l'ornement principal de sa couronne. C'est par ses héritiers qu'il a été mis en vente en 2012 à Genève et cédé pour la coquette somme de 7,5 millions d'euros. Europe 1, Historiquement vôtre.